Je vais bien embêter mes amis de la compta. Lisa, bonjour. Bonjour! Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si, déjà, Émilie, des personnes se sont connectées. On va regarder combien nous sommes pour voir, quand est-ce qu'on démarre. OK, donc les personnes sont en train de se connecter, donc on va si vous le souhaitez, Ziad et Émilie, on va attendre que tout le monde se connecte. Parfait. OK, donc on attend un petit peu. OK, donc c'est bon, on peut démarrer? Parfait. Avec Allez. plaisir. Allez, on y va. Bonjour à tous. J'ai l'honneur, aujourd'hui d'organiser, ce webinaire, en compagnie de, Émilie Cad, manager consultante chez Mhm. Axis Odyssée. Bonjour Émilie. Et Ziad Minkarak, fondateur de CDS Group et directeur général, de l'entreprise. Bonjour Ziad. Bonjour à vous, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on a décidé, de piloter ce webinaire sur le sujet de l'hôtellerie d'affaires et notamment le sourcing hôtelier. Comment, piloter son programme, hébergement, à savoir avoir le bon hôtel au bon prix, pour éviter tout leakage et toute disparité et assurer en tout cas la satisfaction, du voyageur. C'est ce qui fait, un programme hôtelier optimal et adopté, surtout par les collaborateurs. Alors hop. Alors, je voulais commencer ce webinaire, par le verbatim de Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, qui invite franchement à monter les tarifs de ces établissements pour retrouver cette capacité financière, qu'il n'a pas eue pendant ces 2 années, durant la crise. Donc on est, clairement dans une phase inflationniste et on le remarque, directement, sur les prix, des hébergements. D'ailleurs, notamment, on remarque, alors je ne sais pas si tu te rappelles, Émilie, le 28 juin, la France était très sportive. Tu avais Roland Garros, tu avais la Champions League, tu avais le Festival de Cannes. Tu avais Monaco, tu avais la Champions Cup aussi du rugby et durant ce week-end, on pouvait trouver des prix, d'hébergement, des hébergements de 3 étoiles jusqu'à 1 000 € la chambre. Donc on voit bien que l'influence des manifestations, des événements ont un gros impact, sur les prix, des hébergements, d'où la raison et l'obligation aujourd'hui de mettre en place une politique hébergement, optimale. Alors, je commence pas sur une note très positive en vous annonçant, le côté, de l'inflation, mais bien évidemment, toi, Émilie, avec ta vision de consultante, ta vision entreprise, tu vas nous montrer aujourd'hui comment bien se connaître et comment mettre en place, cette politique, hébergement de manière maîtrisée. Je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, c'est exactement ça. En fait, quand Axis Odyssée accompagne un client sur la mise en place d'une politique hébergement, d'abord, ce qu'on commence par conseiller, c'est passer par la phase de bien se connaître. Parce qu'on ne va pas se lancer bien en tête dans la conception d'un programme hôtel avec une liste d'hôtels, un appel d'offres, des négociations, etc., sans avoir défini au préalable quels sont déjà ses besoins. Alors les besoins, hein, c'est pas uniquement une phase d'analyse de chiffres ou de destination récurrente, c'est aussi une étude, j'ai envie de dire surtout au départ, des attentes donc des voyageurs, forcément c'est l'utilisateur final qui a un ressenti terrain ou des besoins ou des contraintes terrain. C'est aussi voilà, des attentes de tous les départements, que ce soit les départements financiers, SI, les RH également. C'est sûr qu'il faut retenir une chose, c'est que cette phase de cartographie des besoins, elle va vous permettre ensuite d'assurer que votre politique voyage puisse être suivie et qu'elle puisse délivrer ses résultats. C'est vraiment voilà, l'objectif d'un programme hôtel, hein, c'est quand même qu'il donne satisfaction et surtout qu'il soit en cohérence avec les besoins des équipes. Voilà, donc c'est vraiment une phase essentielle que d'en passer par là au tout départ.
Quand on parle d'attente des collaborateurs, on parle d'attente en termes de confort, on parle d'attente en termes de services qui peuvent être inclus dans ce que vous allez mettre en place avec un hôtelier partenaire. On va pouvoir aussi entendre par là une proximité entre les établissements dont vous ferez le choix, que vous ciblerez, et les éventuelles zones les plus fréquentées ou lieux les plus fréquentés par vos voyageurs. Donc, il faut vraiment passer par une première partie de prise en compte de ces besoins des clients internes. On prend aussi en compte les objectifs d'entreprise, notamment ce qu'on appelle les objectifs RSE, c'est ce qu'on entend partout maintenant, mais un objectif d'entreprise est important parce qu'effectivement, si on est focus sur un pilier, pourquoi pas environnemental ou un pilier social, ou les deux, on va peut-être effectivement mettre des objectifs et des critères de sélection de cette nature-là dans la suite de notre conception de programme hôtel. Ça peut être des choses liées à la labellisation des hôtels qu'on va sélectionner, des choses liées à l'empreinte plutôt écologique, environnementale, ou le travail que les hôteliers partenaires vont pouvoir faire sur ce sujet-là. Ça, c'est un premier point. Alors, bien sûr, il y a quand même une nécessité d'avoir de la data. Donc, c'est le deuxième point qui est effectivement chiffrer les enjeux. Parce qu'une cartographie complète, elle passe aussi par les comportements, mais aussi par les chiffres. Donc, Justement. Effectivement, Émilie, justement, c'est bien parce que tu anticipes. Effectivement, cette data, tu vas la chercher où du coup? Quelles sont les sources pour toi qui sont où on peut se baser, où la personne peut se baser pour aller chercher cette data? Alors, il y a plusieurs sources de reporting qui peuvent être proposées. Donc, d'abord, la première, ça peut être la donnée qui vient du booking en provenance donc, des chaînes hôtelières. Ça peut être des chaînes hôtelières avec lesquelles vous avez déjà des accords. Dans ce cas-là, effectivement, ils peuvent vous fournir des statistiques. Ça peut être aussi des chaînes hôtelières avec lesquelles vous n'avez pas d'accord, mais par contre, qui peuvent éventuellement traquer, pourquoi pas, les réservations de vos collaborateurs grâce à des adresses email professionnelles qui sont fournies au moment de la réservation. Ça, c'est un premier point. Ça peut être aussi, j'ai envie de vous dire, le plus simplement possible auprès de votre TMC. C'est commencer par là d'ailleurs, en captant la donnée des bookings qui est réalisée auprès de l'agence de voyage, via notamment le SBT, pourquoi pas. C'est également une source à laquelle on ne pense pas forcément, mais ça peut être aussi un appui sur les moyens de paiement. Si l'entreprise effectivement est équipée de moyens de paiement tels que la carte logée, de la carte corporate, de la carte virtuelle, etc., on a effectivement une base assez importante de données qui peuvent être fournies par ces moyens-là. Il faut juste prendre en considération la finesse de ces données qui ne va pas être la même selon le moyen de paiement. Une carte logée va être peut-être un peu plus à même de fournir des données avec un peu plus de finesse. Ça, effectivement, c'est à voir en fonction de l'opérateur. Enfin, quand on a une société qui est équipée d'un outil de note de frais, ça peut être aussi se rattacher donc à cet outil-là pour pouvoir aller en extraire des données liées à la dépense, à la typologie de dépense hôtel. Dans ce cas-là, il faut juste faire attention à comment votre dépense hôtel est ventilée dans votre outil pour être bien sûr effectivement qu'on ait un prix de la nuitée qui ressort bien, distingué d'éventuels frais de repas ou de salle de réunion, de choses de ce type-là. J'aimerais revenir, si tu veux bien, Rebecca, sur la petite slide d'avant. Oui. Voilà, parce qu'il y a des petits compléments que j'aurais pu faire également en plus. Donc, au-delà de la cartographie des besoins et notamment de la partie donc, comportement, on va dire, ce que j'ai un peu plus expliqué, il y a une partie aussi volumétrie, une partie enjeu qui est à prendre en considération dans votre partie bien se connaître. La première question qu'un acheteur peut se poser, c'est est-ce que j'ai assez de volume finalement pour pour me lancer dans un chantier programme hôtel et s'il y a un intérêt pour moi de traiter financièrement cette partie-là. On sait qu'on peut se lancer sur un projet, donc voilà, est-ce que j'ai un intérêt à le faire on peut garder à l'esprit que le volume hôtel représente environ 25% donc de la dépense voyage d'une entreprise. C'est une moyenne. Donc, encore une fois, cette donnée, même si c'est une donnée chiffrée par rapport au volume de dépenses, elle est quand même à pondérer avec ce qu'on appelle des données émotionnelles.
Parce que certes, en termes de chiffres, on n'est qu'à 25%. Après, on voit comme on veut, mais on est à 25% de votre volume de voyage. Mais par contre, effectivement, il y a quand même une dimension très émotionnelle, très ressentie, très liée à l'expérience du voyageur sur cette partie hôtel, qui est quand même, qui ne peut ne pas être négligeable et qui peut vraiment être à prendre en considération quand on se pose la question de savoir si on va réellement adresser ou pas, réellement prendre la peine d'adresser ou pas ce sujet hôtel. C'est un sujet qui peut faire beaucoup de bruit dans l'entreprise s'il n'est pas adressé correctement, d'où la thématique d'aujourd'hui, hein, d'apporter du bon contenu aux collaborateurs. Et le bon contenu, c'est pas forcément que le bon prix. Et d'ailleurs, Émilie, je reviens vers toi parce que 25%, c'était ce qu'on constatait avant. Aujourd'hui, on voit que l'hôtellerie devient et tend à devenir le premier poste des dépenses, surtout quand tu as la loi climat qui va t'interdire d'aller prendre l'avion et de prendre le train. Et du coup, tu vas pas pouvoir faire un aller-retour journée comme tu pouvais le faire autrement par l'avion. Donc, obligatoirement, tu vas avoir une nuitée sur place. Et Ok. l'hébergement va devenir, et déjà on le constate sur nos clients, devient le premier poste de dépense. Donc d'où la réflexion et ce besoin de maîtrise, en tout cas, sur le fait de piloter ce programme hébergement. Exactement. Exactement. Et donc pour aller effectivement ensuite sur cette partie bien se connaître, il faut également déterminer quelles sont les ressources qui sont à votre disposition. Alors les ressources en termes d'argent et de temps, quel est le budget que j'ai à consacrer à ce programme-là, à ce chantier-là, sachant qu'on peut compter voilà, un temps en tout cas de projet qui est variable selon la maturité de votre client. Ça peut être en moyenne 10 mois, ça peut être un peu plus long selon la complexité de votre écosystème autour de l'hôtellerie. On a également besoin de savoir quels sont les outils qui sont à votre disposition. Donc, l'écosystème encore en place aujourd'hui, un SBT, un HBT, avec des moyens de paiement, etc. Et puis, quelles sont les compétences aussi internes ou externes que vous avez à votre disposition ou que vous pouvez en tout cas solliciter. Donc, que ce soit un HBT qui est déjà en place, qui peut vous apporter du conseil ou externaliser cette prestation, ou un cabinet de conseil particulièrement. Super. Merci en tout cas pour cet éclairage, Émilie. Alors moi, ce que je propose, c'est de faire un sondage et de voir, comment vous, dans la salle, vous pilotez et vous allez chercher la source de la donnée. Est-ce que vous allez la chercher par les chaînes hôtelières, par les TMC, par les moyens de paiement ou par les notes de frais par rapport à ce que vient de vous dire, Émilie? Alors, hop, je vais lancer le chat. Si j'arrive. Est-ce que tu as la main, toi, Émilie, sur le chat? Je peux lancer le sondage si vous Ouais, voulez. je veux bien. Alors, hop. Voilà, donc vous pouvez aller donc, dans l'onglet à droite, l'onglet violet, qui est le petit board là qui s'appelle sondage, et vous pouvez effectivement renseigner le sondage de quelle source de data privilégiez-vous. Alors, On vous laisse un tout petit peu de temps pour répondre. l'avantage, n'hésitez pas, on est peu nombreux et c'est ce qui donne l'avantage de pouvoir participer et d'envoyer des messages par chat. Et on peut vous répondre. Profitez-en, en tout cas. On a, on a encore une grosse demi-heure ensemble et l'idée, c'est vraiment de répondre à toutes vos interrogations. Sachant que Je nous, peux on n'a pas le droit de répondre, nous, Émilie et Rebecca. on n'influencera pas, on ne trichera pas. On n'a pas le droit de truquer les réponses. Oui, voilà, on peut. Aïe. Voilà, vous avez les résultats. Alors, du coup, en live, on a 100% des personnes qui vont chercher de la data auprès des chaînes hôtelières. Est-ce que toi, du coup, Ziad, un expert côté hôtellerie, qu'est-ce que ça te fait penser? Qu'est-ce que tu en ressors? Quand on va chercher, bonjour à tous et merci pour cette introduction. Quand on fait un achat enfin, une analyse des achats sur la dépense hôtelière, je trouve ça totalement légitime d'aller chercher l'information côté chaîne hôtelière. C'est la source la plus riche, mais qui est également la plus difficile à aller collecter, puisqu'il faut aller collecter sur toutes les chaînes, sur tous les hôtels indépendants et sur toutes les typologies de réservation. Il faut savoir que nos amis hôteliers n'ont pas forcément 100% de l'information. Vous pouvez avoir fait une réservation, je peux avoir fait une réservation à mon nom sans avoir mentionné mon entreprise et elle ne remontera pas dans mes statistiques.
En revanche, c'est une source très riche justement pour toutes les réservations qui passent en direct et que les chaînes hôtelières peuvent nous remonter. Et souvent, elles jouent le jeu. Et puis parfois, elles ne jouent pas le jeu parce que parfois, elles n'ont pas intérêt à vous remonter l'ensemble des flux. Vous allez négocier, elle va vous dire bah, j'ai 500 nuitées. Ce n'est pas la même chose que si la chaîne vous disait bah, vous avez 1000 nuitées puisque j'ai des réservations de vos prestataires, des prestataires de services externes, de vos invités et autres et de consolidation. Donc la chaîne hôtelière est essentielle. La data côté TMC est vraiment complète puisque ce que font la grande partie des agences de voyage, c'est de prendre l'ensemble des déplacements professionnels dont l'aller et le retour dépensent au moins une nuitée. Comme ça, on va avoir 100% du scope. Et si je te rejoins, Émilie, c'est vraiment la base initiale pour savoir quel est le nombre de nuitées qui sont passées par mes collaborateurs ou dans le cadre de leur déplacement professionnel. Donc les deux se combinent très bien. La troisième sur les moyens de paiement, c'est celle qui est la plus précise puisque c'est la data qu'on appelle la data enrichie de niveau 3 maintenant. Elle n'est plus de niveau 1 comme à l'époque où c'était Rebecca Xeri de 100 €, où dans le niveau 3, on va avoir en plus l'ensemble des paramètres qu'on aura mis dans nos outils de réservation. Ça veut dire l'entité, le matricule, le code projet, l'imputation comptable et l'ensemble des flux qu'on aura paramétrés en amont. Donc là, on va enrichir de l'information. Et c'est vrai que sur nos clients qui sont équipés de moyens de paiement, alors c'est vrai en amont avec la carte OG, mais surtout en carte virtuelle, puisque on va couvrir 100% des transactions, on va avoir une data statistique qui est extrêmement puissante, qui va jusqu'à être utilisée par les auditeurs dans les points de pistes d'audit pour certifier l'ensemble de la transaction. Et bien évidemment, alors vous avez mis les notes de frais, mais on va de l'ordre d'émission à la note de frais. La note de frais, c'est là où on a le plus de déperdition parce que ce sont sur des services ad hoc. C'est très difficile quand on travaille avec nos acheteurs hors production ou les travel managers d'avoir accès à des notes de frais. Ou alors, on passe avec des cabinets comme Axis pour aller vraiment consulter. Je me rappelle sur un compte de la grande distribution, Axis avait fait tout le périmètre de notes de frais pour savoir effectivement ce qui a été fait. Donc, c'est une combinaison des quatre. Et cette combinaison des quatre, bah, je dirais, se fait très bien, effectivement, et c'est le métier d'une solution hôtel qu'on appelle Hotel Booking Tool, qui est un peu réductrice dans le terme Hotel Booking Tool, parce qu'on est vraiment une solution 360 qui va prendre toutes ces informations, les agréger pour les remonter. Donc, la première chose par rapport à ça, il faut vraiment connaître son environnement chaîne hôtelière, Rebecca. Et c'est là où je dirais, le début de la connaissance sur la partie hôtelière est importante, sur le sourcing. Ok. Merci Ziad. Et d'ailleurs, ça reprend ce que tu viens de dire, parce que la deuxième question, et après on vous embête pas plus, mais là l'idée c'est de savoir comment vous arrivez à les agréger justement ces datas. Est-ce que vous arrivez à les agréger de façon optimale? Donc là, pour vous, je vois que vous les prenez sur les chaînes hôtelières, cette data. En tout cas, vous allez la chercher via les chaînes hôtelières. Mais est-ce que pour vous, vous arrivez à les agréger de façon optimale? On sait que c'est le nerf un petit peu toujours compliqué, cette data à obtenir. C'est souvent un des enjeux justement des clients. Le premier enjeu, effectivement, c'est d'aller, en tout cas, savoir où récupérer la data. Mais une fois qu'on l'a, c'est d'aller l'agréger. Parce que souvent, les data n'ont pas forcément le même format, on part pas forcément des mêmes typologies de données non plus selon la source. Donc, la complexité, c'est de l'agréger. Donc, comment est-ce que vous vous sentez, en tout cas, par rapport à cette agrégation? Ça peut faire le sujet d'un webinaire à part entière, de toute façon, la data. Ou le terme optimal que vous avez mis, mesdames, parce qu'optimal, on peut mettre beaucoup de choses. Oui, c'est ça. À partir de quand on sait que c'est optimal? À partir d'où on s'arrête? La notion qu'a soulevée Émilie est essentielle, c'est la notion de ressources. On sait très bien qu'en ressources temps, on n'a plus les personnes en interne, ou parfois elles peuvent changer de poste et elles partent avec les connaissances et les compétences. Et c'est là que c'est plutôt productif d'avoir un opérateur externe type Axis pour accompagner. Et puis là, on est d'accord que personne n'arrive à l'agréger de manière optimale. Oui, on a une personne qui répond à chaque fois, mais a priori, effectivement, on pourrait faire effectivement à la suite un webinaire sur le sujet. Il y a matière à vous aider. Et si vous souhaitez en tout cas nous poser des questions via le chat, n'hésitez pas. Ouais.
Alors, l'objectif, on a vu sur ces chaînes hôtelières, mais Ziad, là, je reviens plutôt vers toi. Une fois cette étape de définition de besoins et de compréhension des objectifs de l'entreprise que nous a soulevé, Émilie, vient alors de s'intéresser au marché, hôtelier et on sait que celui-ci, il est fragmenté avec des chaînes indépendantes, des chaînes franchisées. Donc je voulais voir, toi, si tu pouvais nous éclairer là-dessus, via cette slide en tout cas, mais heu, quel est le contexte, hébergement aujourd'hui et quels sont les acteurs? Alors, je reprends les notes, mais là où tu mets les catégories d'hébergement d'affaires, enfin, c'est les catégories d'hébergement de manière générale, c'est de bien connaître également le marché de l'hôtellerie. C'est-à-dire, Exactement. on a la bonne compréhension en interne de l'entreprise et ce qui nous est demandé par notre direction, Mmh. mais il faut bien comprendre son marché également. Et que c'est vrai que ce marché est coupé en 4 acteurs sur lesquels on a des moyens d'agir qui sont différents. L'hôtellerie indépendante, pour commencer, c'est une spécificité du marché français et du marché Europe du Sud qu'on va retrouver en Italie et en Espagne, qu'on trouvera moins sur des marchés anglo-saxons. Si vous avez de la dépense sur l'Angleterre ou sur les États-Unis, où on est sur vraiment des chaînes. C'est en France, on a quand même 60% d'hôtellerie indépendante. Ça veut dire que l'hôtel est détenu par une famille, par une personne physique égale personne morale, et qu'il va falloir aller négocier hôtel par hôtel son hébergement. Après, tu as ces indépendants qui se sont regroupés à droite sur des chaînes hôtelières volontaires. Donc, les plus connus historiquement, c'était Interhotel, qui s'appelle maintenant The Original, mais aussi la belle chaîne Logis Hôtel, où il y a de la belle restauration sur lesquelles on va pouvoir négocier des tarifications spéciales pour nos commerciaux, ou Best Western, qui sont vraiment des indépendants. Donc là, on va pouvoir travailler avec un représentant de la chaîne pour pouvoir négocier sur l'ensemble de notre portefeuille hôtelier. En revanche, notre interlocuteur va refaire exactement ce que nous faisons côté CDS avec nos contact managers ou ce que font nos clients quand ils font du sourcing en direct, c'est qu'ils vont reconsulter hôtel par hôtel pour avoir une tarification parce qu'ils ne sont pas propriétaires de cet hôtel et de cette tarification. La troisième qui semble la plus simple, c'est les chaînes intégrées ou les chaînes intégrées avec des franchises, dont une très belle chaîne qui est la chaîne Accor, qui est leader en France, leader en Europe, fait partie des top 5 chaînes dans le monde. Mais il faut comprendre également à l'intérieur qu'il y a des hôtels dont elle gère les murs et les fonds, et d'autres où c'est un franchisé. Donc, vous pouvez avoir une négociation avec le gestionnaire ou le gérant de cet établissement-là qui peut avoir des forces de négociation plus élevées. Ou alors l'ouvre-hôtel avec les marques Kyriat compagnie qui sont très utilisées. C'est vraiment votre interlocuteur là va être le plus agile pour pouvoir vous remonter ces tarifications-là. Et pour finir, les résidences hôtelières qui ne sont pas considérées comme de l'appartement, hein, c'est vraiment maintenant, c'est rentré dans les mœurs où tout le monde a de la résidence hôtelière. En revanche, où il faut bien travailler au-delà du tarif fixe, mais vraiment le tarif dégressif sur les longs séjours ou les moyens séjours, un peu comme la location longue durée ou moyenne durée dans la voiture. Donc, c'est les 4 aspects qu'il faut maîtriser pour savoir comment je vais adresser le marché par rapport à mon périmètre hôtelier, de mon programme hôtelier ou de ma politique hébergement. Une fois ce contexte connu, il est nécessaire après de connaître les logiques de la tarification. Du coup, Ziad, est-ce que tu peux nous apporter, ton expertise sur les différents biais, et les différents leviers, concernant la tarification appliquée par les hôteliers? Oui, effectivement, on le fait systématiquement avec nos clients, on le fait avec les agences de voyage, on le fait lors de nos webinaires. C'est extrêmement important d'être répétitif. Dans un cas d'un programme hôtel, on va aller négocier un tarif, là sur la droite, un tarif linéaire à l'année. On va négocier un tarif fixe qui va faire notre tarif de référence. Faut savoir aujourd'hui que les chaînes sont plutôt en train de nous orienter par rapport à ce que tu as précisé en début de webinaire. C'est que la chaîne Accor préfère maintenant donner un tarif dynamique discounté. On vous disait, c'est le BAR, le Best Available Rate, discounté de 18%. Et ça nous fait perdre toute référence, parce que si cette chaîne-là augmente le bar de 50% et vous réduit 18%, bah vous avez une inflation de 32%. 32%, c'est un peu beaucoup. On reviendra sur le baromètre tout à l'heure. On est plutôt autour des 15% d'inflation qui sont déjà plutôt importantes. Selon les marchés, on a soit le tarif linéaire, soit le tarif dynamique. Mais ça,
On a perdu le micro. Le son Ah, de Ziad. on est là? Ouais, c'est bon. La beauté du marché français, c'est qu'on a un mix des deux. Et c'est ce qu'on appelle le dual loading. C'est que le programme hôtelier peut être chargé en linéaire, il peut être confronté à un tarif dynamique avec le chain discount de manière globale. Et on a ces deux tarifications qui se complètent et qu'il faut savoir utiliser en vue de faire, moi, ce que j'appelle du contre-yield, parce que l'hôtelier, il est dans son système, c'est de faire du yield, et c'est de faire du contre-yield. Donc, on a vraiment un programme linéaire, un programme dynamique, et je compléterai sur cette slide un tarif loisir dynamique qui va venir en plus compléter ces tarifications-là. Donc, effectivement, si vous le multipliez par le nombre d'établissements qu'on avait sur la slide d'avant, plus le nombre de destinations et le nombre d'entités, vous voyez que techniquement, humainement, ça ne peut pas se faire aujourd'hui sans technologie. Et c'est tout l'intérêt aujourd'hui de faire cette transformation digitale. Donc, on a maintenant des clients qui mettent ces périmètres-là sur la transformation digitale. Comme ça, ils ont des budgets et on est accompagné par des cabinets de process transverses. Et ça a été un peu l'ADN de Axis au moment de sa création. Merci Ziad. Alors, les logiques de la tarification, la première fois que tu me les as expliquées, c'était quand même assez flou. Donc, je souhaite qu'on détaille par un graphe qui permet d'avoir une meilleure visibilité et une meilleure structure des établissements et en tout cas en termes de tarification. Est-ce qu'on peut le détailler ensemble? Du coup, Ziad, cette tarification hôtelière, ça illustre ce que tu viens de dire de toute façon. Le même graphe de tarification qu'on répète systématiquement pour bien comprendre, c'est que les acheteurs, nous acheteurs, parce qu'on se considère acheteur à côté de nos clients, on est vraiment dans le cadre d'un partenariat, on va négocier un tarif linéaire sur une base 100 euros, 100 dollars, 100 livres sterling ou 100 yuan, peu importe, on a vraiment un tarif flat qu'on va négocier. Mais la réalité de la tarification hôtelière, elle va jouer sur l'offre et la demande et on va être sur un tarif qui est plutôt dynamique. C'est ça la vérité. C'est que le tarif va fluctuer entre 60 euros et 140, 150 euros hors événements spéciaux. Que va faire l'établissement dans ce cadre-là? Il va appliquer votre programme à 100 euros quand il est moins cher, mais il va vous vendre ce qu'on appelle des blackout days, des dates de fermeture, pour pouvoir revendre au tarif élevé quand son taux d'occupation est élevé. Et quand il est plus bas, c'est de bonne guerre, il va revendre le tarif à 100 euros et vous n'allez pas forcément accéder au tarif le plus bas, à condition qu'on appelle like for like, ça veut dire condition générale de vente identique. Très souvent sur le voyage d'affaires, c'est du tarif flexible jour J 16 heures qui peut être modifiable sans frais et sans coût. Donc l'idée, c'est 100 euros. Vous voyez que c'est un palier, qui est utilisé par rapport à ça. Tu allais très très vite. Et en fait, nous, ce qu'on va faire effectivement, c'est de reprendre ce tarif-là de 100 euros. Là, on est en blackout date, on va pas pouvoir changer. Et là où c'est moins cher, on va vendre du tarif dynamique moins cher. Déjà, on a sur 50% du scope des économies à faire avec nos clients. Et le deuxième scope, si tu recliques comme tu as si bien fait, c'est que quand on est en blackout date sur cet établissement, rien ne nous interdit d'aller chercher à proximité un autre établissement au même tarif, voire inférieur, pour aller chercher du savings complémentaire. Donc, vous voyez que là, on transforme le tarif palier en tarif plafond pour l'acheteur, à part dans le pic des blackout dates, qu'on réduit de 50%. Systématiquement, mon 100 euros, ça va être mon meilleur tarif et je veux pouvoir mettre un budget à l'année si je le multiplie par le nombre de prix. Et c'est ça que demandent nos clients, c'est de pouvoir anticiper le budget. Et pour compléter sur le modèle économique, il faut savoir que sur les tarifs linéaires, la distribution ne prend absolument rien. En revanche, sur les autres tarifs, le tarif alternatif moins cher ou le tarif dynamique, même s'il est moins cher, la chaîne est distribuée. L'agence, le HBT, on est tous rémunérés. Donc, on a une convergence d'intérêt à aller chercher ce tarif en plafond et de fixer ensemble justement des city caps. C'est vrai qu'on le répète souvent sur cette tarification-là, mais c'est à prendre en compte quand on utilise nos outils. Ce n'est pas seulement de négocier le tarif, mais de faire en sorte que les outils de digitaux ou de comparateurs puissent fonctionner de cette façon-là. On constate généralement 11% d'économie rien qu'en mettant des outils comme ça. Et les conditions et le chargement des tarifs, du coup, Ziad, ça se fait par l'hôtelier? Alors, le chargement du tarif, je pense qu'Émilie reviendra dessus, mais effectivement, l'hôtelier est maître de sa distribution, de son chargement de tarif et de ses conditions générales de vente.
On ne peut pas aujourd'hui continuer à écouter des confrères, des agences ou des cabinets qui disent on va s'occuper de votre chargement. Non, celui qui est vendeur est le producteur et l'hôtelier. Charge à nous de bien l'auditer et d'être Mmh. sûr que cela remonte conformément à ce qui a été négocié. OK. Donc on a vu en première partie, de connaître, en tout cas l'importance de connaître son environnement au sein de l'entreprise. On a vu en second lieu, l'objectif c'était de connaître le marché, la fragmentation entre les différents établissements, la tarification hôtelière. Maintenant je reviens vers toi, Émilie. Est-ce que tu peux nous dresser cette matrice, en tout cas, la matrice de maturité d'une politique hôtelière? Donc on va voir le programme au début où on lance un programme et on a seulement les hôtels clés autour des sites, et après vraiment un programme, plutôt maîtrisé en prenant en charge, toutes les notions et les nouvelles normes. Alors justement, on discutait avec Ziad de cette matrice qui a été faite. Bah, Ziad, si tu veux prendre la main, parce qu'effectivement, on l'avait discuté ensemble, c'est quelque chose que toi, tu exposes quand tu rencontres des clients, par exemple. Oui, systématiquement, effectivement, on a toujours du moins mature au plus mature, mais Mm. la politique hôtelière, ce qu'il faut comprendre et sur quoi on se base, c'est que quand on arrive à une politique hôtelière maîtrisée, ça veut dire que elle a toute sa place dans sa politique voyage, dans sa globalité. Mmh. Donc, on commence dans un programme hôtel minimum où on va retrouver des clients qui ont des négociations à côté de leur site historique, de leur site de production, qui ont des très bonnes relations avec le travel manager, la chargée de voyage, l'assistante. Et il faut garder ces relations en direct entre l'entreprise et l'hôtelier. Nous, on est juste intermédiaire, tiers de confiance, on va venir connecter ce tarif-là. Donc ça, c'est le minimum. On a 2, 3 établissements autour des sites. Et derrière, nos voyageurs vont comparer sur hotel.com, sur booking.com, sur le GDS de l'agence. Et là, on va être sur un programme hôtel où la concentration se fait autour des déplacements, mais en destination sur un site qui est moins fragmenté. Donc ça, c'est souvent, on le retrouve sur des catégories d'achat, sur des entreprises SME qui ont deux, trois sites de déplacement. Après, on va aller sur des programmes hôteliers intermédiaires. On va tous se retrouver, ou la grande partie se retrouve. On a un programme hôtel qu'on a hérité historique. Émilie, tu as mentionné le fait de collecter les informations en amont et comprendre les enjeux. On a une centaine, 100 à 200 hôtels qui font partie de nos accords, qui n'ont pas été revisités depuis quelques années ou qui jouent sur du dynamique et pas forcément du flat, et qui sont intégrés avec notre agence de voyage. Et le moyen de paiement, généralement, c'est historique, c'est la carte de crédit du voyageur avec remboursement de notes de frais, ou carte de crédit corporate, remboursement de notes de frais, ou sur le compte de l'entreprise. Là, on est déjà sur un niveau de maturité plus élevé qui commence à concentrer et à avoir mis en place une politique hébergement intermédiaire, politique hôtel intermédiaire qui est intéressante. Et de plus en plus, on est sur la matrice qu'on a identifiée avec Axis et Émilie sur le programme hôtel avancé, où il y a le programme hôtel intermédiaire qui est vrai, qui a été réduit sur d'autres cabinets. On a vu que le périmètre historique a été réduit de 30 à 50%. Quand on avait un programme hôtel de 1000 hôtels, on est plutôt à 50, à 500. Quand on en avait 500, on est plutôt à 150, 200. Mais c'est surtout également d'avoir la notion de dépenses maximum par destination, qu'on appelle en anglais City Tax, City Cap, pas taxe, le City Après le Tax, tac. exactement. Ou dans le process de validation, tout ce qui est en dessous de ce City Cap, le workflow de validation est auto-validé. Au-dessus, on a un process de validation qui peut être le N+1 ou le gestionnaire de voyage ou la comptabilité et la finance. On va y rajouter un moyen de paiement pour avoir justement la data et notamment la carte virtuelle qui va confirmer l'hôtel, qui va être débité, qui va sécuriser tout le flux et sur laquelle, en plus, on va avoir donc l'intégration des flux de facturation dans le back-office de l'agence qui va remonter ça à l'entreprise. C'est vrai que de temps en temps, on a également l'intégration dans les ERP entreprises, mais il est plus facile de l'intégrer avec les tiers de confiance de moyens de paiement type Air+, ou American Express ou BNP par rapport à ça. Donc, on est aujourd'hui dans notre scope entre le programme hôtel intermédiaire, programme hôtel avancé. On a encore quelques-uns qui sont sur le minimum,
mais de moins en moins. Et grâce à Exis, on arrive à les monter. Et puis ceux qui sont sur l'avancée, on veut les emmener sur une politique hôtelière maîtrisée. Ça veut dire qu'on a tout ce périmètre-là avec toutes ces contraintes-là, mais on va surtout définir dans la politique voyage les engagements RSE avec du sourcing complémentaire sur des hôtels avec des questionnaires RSE. Donc ça, c'est extrêmement enrichissant. On ne va pas se limiter au CO2, mais on va aller regarder les PMR, donc l'accès au handicap, les chambres handicap. On va aller prendre la définition des écolabels dans les hôteliers et les remonter, le CO2 bien évidemment, et faire en sorte que ça rentre dans des achats responsables, donc des achats de circuits courts autour de l'hôtel. C'est-à-dire que l'hôtel va contribuer de manière locale à recruter localement, à faire des achats locaux et avoir des circuits courts en termes de restauration. Et rajouter bien évidemment avec des partenaires auditeurs la possibilité d'avoir un audit en continu. Alors c'est quoi un audit en continu? Parce qu'on en parle systématiquement. On va négocier un tarif à 100 euros, mais comment je vais savoir comment je vais avoir mon 100 euros tous les jours? Surtout que ce tarif-là est lié au délai de réservation. Donc, on va faire un audit en continu avec des moyens technologiques, des robots qui vont tourner en continu. On va prendre un hôtel et on va dire, vous avez négocié 100 euros, on va faire une réservation pour ce soir, pour demain, donc J, J-1, J-7, J-14, M sur le mois, M-2 et le trimestre pour être sûr que cette tarification peut être ouverte parce que l'hôtelier peut jouer également sur ses plannings en fonction du délai de réservation. Bien évidemment, on ne va jamais recommander de faire de réservation hôtelière en dernière minute parce qu'on risque de tomber dans de la non-disponibilité qui pose un problème. Donc, d'anticiper au maximum avec une connaissance du tarif moyen. Donc, voilà, on est entre le programme hôtel intermédiaire et le programme hôtel avancé. Donc, quand on trouve des clients avec Axis sur l'hôtel minimum, on les emmène sur le point 2. Et quand on est sur le point 3, on monte sur la RSE. Et ce qui est très enrichissant, c'est qu'aujourd'hui, grâce à cette notion de RSE qui peut être utilisée à tort et à travers, dans le cadre hôtelier, permet d'inclure vraiment la politique hébergement dans une politique voyage à part entière. Émilie, tu veux compléter? Non, j'allais dire effectivement que c'est tout à fait ça, et que de toute façon, la partie politique hôtelière maîtrisée qu'il a sur le graphique apparaît comme finalement une finalité en soi. Juste une précision, c'est pas le cas en fait. Selon, comme disait tout à l'heure, la maturité du contexte dans lequel votre entreprise est à ce jour, vous ne pourrez pas tendre vers, vous ne pourrez pas en tout cas espérer aller vers cette politique hôtel maîtrisée en un chantier, on va dire. C'est pas l'objectif, mais effectivement, il vaut mieux regarder d'où on part, quels sont les réels besoins, pour pouvoir aller cibler sur cette matrice-là quelle est la politique hôtelière qui vous va le mieux, celle qui est optimale par rapport à votre situation. Voilà, c'est juste la précision. C'est vrai. Et puis après, dans l'audit, je pense que c'est le sujet de ton intervention, c'est comment on monitore au mieux le programme hôtelier. Et là, c'est extrêmement compliqué. Exactement. Merci pour la transition. Effectivement, Émilie, je te laisse pour nous expliquer comment monitorer et comment maintenir justement ce programme hôtelier de manière optimale. Exactement, parce qu'une fois qu'on a pu apporter le bon contenu aux voyageurs, grâce à donc comme on a expliqué tout à l'heure, l'identification de nos besoins, qu'on a effectivement bien une bonne connaissance du marché, identifier quel était le programme hôtel qui nous convient le mieux en termes de niveau de maturité. Ce chantier ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, il y a comme tout projet ce qu'on appelle le run quand on implémente un outil. Et là, une fois qu'on a implémenté, mis en place un programme hôtel, alors déjà, pour implémenter le programme hôtel, il ne s'agit pas que d'identifier les hôtels, à les négocier et mettre en place tout ce qu'on vient de se dire. Mais il faut aussi penser, je fais une petite aparté avant de passer sur la partie monitoring, mais il faut bien penser surtout à communiquer auprès de vos utilisateurs finaux sur ce que vous avez mis en place, sur les prestataires que vous avez sélectionnés, les hôteliers, les outils éventuellement digitaux. Donc bien communiquer, bien expliquer aux utilisateurs finaux quel est l'intérêt, quels sont les avantages qu'ils peuvent en retirer. Et puis s'appuyer aussi sur vos partenaires, tels que les HBT, tels qu'un CDS, pour vous accompagner sur ces sujets de communication et d'adoption, parce que c'est vraiment
un des forts appuis, ces partenaires-là, que de vous faire et vous aider à adopter, on va dire, ce programme. Donc, une fois que ce programme est en place, qu'il a été communiqué, etc., l'enjeu le plus fort, ça ne va pas être de le laisser vivre. Ça va vraiment être de pouvoir monitorer ce programme hôtel pour qu'il continue d'être optimal, on va dire, pour vos voyageurs et qu'il réponde finalement sur le long terme toujours aux besoins de vos clients internes. Alors, dans la plupart des organisations, on imagine que monitorer un programme hôtel, et c'est le cas d'ailleurs sur plein d'autres sujets à monitorer, on va faire des statistiques sur lesquelles on va se baser sur les chiffres des 12 ou 18 derniers mois de consommation et on va aller regarder un petit peu quels sont les comportements, etc. Ce serait relativement faussé, surtout dans un contexte comme aujourd'hui où Ziad et Rebecca l'ont dit, on est sur un contexte inflationniste. Ça serait relativement faussé que de faire ce genre de choses. On va privilégier, le conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui, c'est de privilégier pour cette partie monitoring du programme hôtel un sourcing continu. Le sourcing continu, c'est vraiment aller analyser de la donnée sur des cycles beaucoup plus courts que 12-18 mois. On est plutôt au mois le mois, on est plutôt sur le trimestre maximum. Ça va nous permettre de générer des indicateurs beaucoup plus précis et beaucoup plus proches de l'activité de l'entreprise et donc forcément des besoins actuels. Alors, comment est-ce qu'on va aller, qu'est-ce qu'on va aller chercher à savoir dans ce sourcing continu? On va aller faire du benchmark régulier pour aller déterminer si les tarifs négociés, par exemple, sont déjà bien chargés, parce qu'on a pris la peine d'aller en négocier avec des hôteliers, des chaînes, etc. Comme tout à l'heure l'a dit Ziad, c'est vraiment l'hôtelier qui a la charge, la responsabilité d'aller implémenter dans les outils, et en tout cas dans les outils, dans les bases de données, notamment les GDS. Donc, c'est vraiment à cet hôtelier d'aller renseigner le tarif négocié avec votre entreprise. Donc voilà, si on ne va pas à un moment donné prendre la peine de vérifier si l'hôtelier a fait son travail, c'est peine perdue que d'avoir négocié des tarifs. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir commencer à aller vérifier, et ça c'est régulièrement qu'il faut le faire. On va aller aussi vérifier si les blackout dates des contrats sont respectés, ni trop ni trop peu, vraiment ce qui a été contractualisé. Également la LRA, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fait de pouvoir attribuer, ou en tout cas de proposer de vous attribuer la dernière chambre disponible dans l'hôtel. En général, c'est une condition incluse ou pas dans les contrats. Il faut savoir que c'est quelque chose qui est assez dur à monitorer. On va avoir du mal à savoir si réellement l'hôtelier joue le jeu de la dernière chambre, tout en sachant en plus que la plupart des contrats corporate peuvent inclure cette LRA. Donc finalement, quand on a un hôtelier qui a une part de marché corporate qui est très importante dans son taux de remplissage, on va se dire, voilà, pourquoi est-ce que moi j'aurai la dernière chambre et pas mon copain de l'entreprise à côté? Donc voilà, c'est un sujet qui est assez compliqué à monitorer et ça peut aussi faire l'objet d'ailleurs d'un autre webinaire parce que c'est un sujet à part entière, la LRA et l'avantage de le négocier dans le contrat. Moi, tous mes clients ont la LRA sur le même hôtel. J'ai jamais compris qu'il avait du mal. C'est le gagnant de la dernière chambre. C'est un Mauvais intérêt. Exactement. Ce qu'on va pouvoir monitorer également dans le cadre donc, de cette analyse, de ce sourcing continu, c'est la qualité de service. On va aller monitorer comment sont les chambres, donc l'accueil qui peut être proposé. En période de Covid, on va aller monitorer aussi ce qui est proposé en termes d'hygiène, en termes de suivi d'hygiène. On va aussi aller vérifier quels sont les labels qui sont en place. Alors, en place au moment de la négociation, et savoir quels sont les labels qui sont maintenus au cours du contrat. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est une base hyper importante à laquelle on ne pense pas forcément. On va aussi aller, ça c'est primordial, suivre en continu quelles sont les destinations récurrentes de mon entreprise. Donc, au moment où on va aller cartographier les besoins, on va avoir un certain nombre de top destinations qui vont remonter. Mais est-ce que ces top destinations continueront à être les top destinations dans 6 mois, dans 8 mois? Ce n'est pas forcément dit. Et pour réussir à monitorer donc, ces top destinations, on va aller regarder, comme on l'a dit, regarder les datas en continu de façon régulière. Et on va surtout aller travailler la communication
intra-entreprise. Donc, il faut vraiment que vous, les acheteurs travel, soyez au plus près des décisions stratégiques de votre entreprise pour aller être à l'affût de ce qui peut se passer. Quels sont les marchés, les nouveaux marchés qu'on peut avoir dans notre entreprise? Est-ce qu'il y a une possibilité d'implantation ailleurs que les implantations actuelles, etc., qui vont pouvoir faire ressortir des destinations favorites, qui seront à intégrer dans votre programme hôtel, pour ne pas passer à côté de la couverture géographique qui est nécessaire. Et enfin, un dernier point important, c'est renégocier éventuellement les tarifs moyens, enfin les tarifs en tout cas plafond linéaire, si les tarifs moyens constatés sont vraiment peut-être trop éloignés du tarif, enfin, s'il y a une baisse et qu'on n'est pas forcément en adéquation avec ce que vous aviez pu négocier. Voilà, ça c'est vraiment le travail à faire en sourcing continu, et c'est là-dessus aussi qu'un HBT, qu'un acteur partenaire comme un HBT ou qu'un cabinet de conseil peuvent vous accompagner, parce que c'est vraiment un travail d'expert hyper régulier à faire, et la connaissance du marché est primordiale pour réussir à passer sur tous ces éléments-là. Effectivement. Si j'ai une anecdote justement sur les destinations, très souvent on connaît très bien nos destinations récurrentes. Sur un client qu'on suit de manière trimestrielle, sur une des business reviews est apparue une ville en Chine et énormément de dépenses sur la Chine. Personne n'était au courant dans l'entreprise. En fait, c'était un dossier qui a été piloté par le COMEX en centrale, qui était encore secret puisque c'est pour un investissement à venir. Et effectivement, par rapport à cette notion-là, le travel manager et l'acheteur ont anticipé et ont été remerciés en interne, puisque en ayant identifié cette ville, ils ont négocié en amont. Le chantier s'est validé, est sorti dans la presse, et ils étaient prêts justement à accueillir les voyageurs. Donc ça, on est vraiment dans le cadre d'anticipation quand on fait du continu. Et oui, Oui, je voulais vas-y. juste rebondir sur ce que tu disais, parce qu'il y a un point qu'on n'a pas forcément abordé sur l'intérêt en fait de faire du programme de sourcing continu, et c'est tout à fait en relation avec ce que tu viens de donner comme exemple, parce qu'effectivement, bon, la Chine c'est un pays, voilà, on en pense qu'on veut en termes de sécurité, mais il y a d'autres pays dans lesquels effectivement ton anecdote aurait pu se passer, qui peut-être posent des sujets un peu plus importants en termes de sécurité. Et donc, vous n'êtes pas sans savoir effectivement que l'entreprise est responsable, en tout cas, de la sécurité de ses voyageurs en déplacement professionnel. Et le fait effectivement de pouvoir détecter en tant qu'acheteur travel, notamment, de pouvoir détecter quelles sont les top destinations et de pouvoir être sûr de les couvrir par des hôtels qui apportent toute la sûreté aux collaborateurs en déplacement professionnel, bah, c'est surtout en fait faire respecter surtout l'engagement, voilà, l'engagement de l'entreprise, à la responsabilité de l'entreprise par rapport à la sûreté voyageur. Oui, c'est la grande notion de duty of care qui englobe la RSE et qui aujourd'hui est un fort accélérateur des digitalisations et de nos systèmes, mais qui nous permet aussi, et c'est un axe assez bien pour les achats et les travel managers, d'obliger à passer par les outils et éviter le leakage et les réservations en direct. Tout à fait. Est-ce que c'est bon pour vous sur le fait de monitorer? Comment monitorer? Comment apporter les pas mal. Après, on peut avoir bonnes pratiques? Voilà, après, on peut avoir des questions qui peuvent se poser, hein. Ziad, je peux te la poser. Voilà. Par exemple, là, on vient de parler de différents critères donc pour continuer à intégrer un hôtel dans la partie politique d'hébergement. On peut se demander aussi à un moment donné, quand on est acheteur, voilà, on a fait du sourcing continu, on a identifié des hôtels qui remontent. Quand on en a un qui est très bon sur la politique de prix, par contre, qui est beaucoup moins bon sur la partie sécurité ou service, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le sort? Est-ce qu'on continue à l'intégrer? Ça, c'est une question aussi qu'on peut se poser en tant qu'acheteur. C'est vrai que la notion qualité n'est pas traitée aujourd'hui dans le webinaire, mais on nous demande très souvent, voilà, j'ai eu un incident sur cet établissement-là, est-ce que vous pouvez me le sortir? Le voyageur va demander. On ne peut pas le sortir sur la première demande puisque un hôtel est très inégal. On peut tomber sur une chambre qui est totalement dégueulasse, excusez-moi, ou un ballon d'eau chaude qui pète. On va avoir une expérience désastreuse et on voudra enlever l'hôtel. Donc, il y a une première alerte qui est faite. À la deuxième, on commandite un audit et effectivement, à la troisième restriction, généralement, on sort l'établissement par rapport à ça. Ça, c'est par rapport à la qualité de l'établissement et en suivi continu qualité. Nous, on a rajouté un questionnaire de satisfaction à la sortie. On va avoir une notation
par l'entreprise, pas une notation Booking ou Expedia, une notation de l'entreprise sur cet établissement-là, puisqu'il sera peut-être moins bien noté sur Booking parce qu'il est face à la centrale électrique, par exemple. Mais en revanche, dans le cadre de mon déplacement professionnel, il sera à 10 sur 10, il sera face à moi. Donc, on a la possibilité d'avoir un accès sur une plateforme où on va pouvoir mettre la notion de qualité de manière discrétionnaire pour l'acheteur ou le travel manager pour savoir combiner les deux. Bien évidemment, sur certains établissements qui sont incontournables, on ne pourra pas faire grand-chose, sauf l'accompagner justement pour évoluer et améliorer de la prestation. Donc, c'est vraiment des notions de qualité qui sont essentielles. Sur la sécurité, en revanche, on a des notions de zone à risque. On va aller de 1 à 5. Donc, des zones où ils seront complètement exclus, d'autres où seulement les hôtels qui ont été validés par la cellule sécurité vont apparaître sur le SBT ou sur le HBT. Et là, c'est notre rôle de ne remonter que ces établissements-là, ou identifier et dire sur cette zone-là, bah, vous devez valider par votre cellule sécurité. Donc, la notion de sécurité ou l'intégration avec les flux de ISOS ou SSF ou d'autres opérateurs est essentielle. Donc, bien évidemment, la qualité, le duty of care, et la RSE, sachant que la RSE, j'aimerais aussi rajouter la même chose que sur le chargement, c'est qu'un HBT n'est pas un organisme de labellisation. Donc, je ne peux pas créer un label aujourd'hui. C'est l'établissement qui a un label, qui est audité par des gens comme Veritas ou SGS ou des vraies certifications, et libre à nous, charge à nous de les remonter l'information. Mais ni l'entreprise, ni l'agence, ni le HBT est un système de label. Nous, on est juste là, contrôleur par un tiers de confiance sur le prix, le chargement, la qualité et la sécurité tout au long du process de partenariat avec nos clients. Merci à tous les deux. Effectivement, alors là, on arrive à monitorer et puis grâce à ce que tu dis, tes propos, Émilie, c'est vraiment les bonnes pratiques de faire du benchmark régulier, monitorer la qualité de service. Mais l'idée aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas d'indicateur dans l'hôtellerie, il n'y a pas d'indicateur clé qui nous permettent de positionner ce tarif, ce city cap dont tu parlais, Ziad, dans le graphe tarifaire. Donc l'idée et l'objectif aujourd'hui, alors comme disait Ziad, ou c'était Émilie, le HBT, c'est pas seulement un outil de réservation, on est vraiment l'acteur de l'hébergement qui va vous apporter multiples pléthores services et notamment aussi cette data. Donc on a interrogé, on a un outil en interne, qui s'appelle CDS Sentinel et qui nous permet, d'extraire aujourd'hui, de la data. Plus de 50 000 requêtes sont réalisées au sein de CDS par jour et on s'est, rapproché, des partenaires tels que MKG avec Hospitality On ou Extendam qui est un fonds d'investissement dédié dans l'hôtellerie. Et l'idée, c'était de mettre en place ce baromètre de l'hôtellerie d'affaires. Alors, on a cette période de crise qui nous est venue, on a la guerre en Ukraine, on a ces périodes de l'inflation. Et en tant qu'acheteur, comment mettre en place ce programme hôtelier? Si j'ai un 200 € sur la région de Nice, est-ce que c'est un bon tarif? Est-ce qu'il est trop élevé? Est-ce que je peux avoir une base de référence en fait? Donc l'idée, c'était de vous apporter ce baromètre de l'hôtellerie. Donc on pourra échanger aussi avec vous. On pourra aussi faire une étude sur vos 5 principales villes. Alors j'accélère un peu parce que je vois le timing et je voudrais pas empiéter sur les différentes réunions de notre audience. Mais l'idée, et je vous fais un petit teaser et puis après on pourra en parler, mais on a mis en place ce baromètre de l'hôtellerie d'affaires qui reflète vraiment la période pré-pandémique et post-pandémique, donc 2019 à l'évolution de la pandémie du Covid jusqu'à le premier trimestre 2022. Et si on se focalise, là je vais aller rapidement, mais si on se focalise sur, par exemple, sur Paris, Paris au mois de mai 2022, donc ça reprend ce que je vous ai dit au préalable, c'est qu'on retrouve un 237 € pour un hébergement 3 étoiles. Si on se rappelle à ce que j'ai dit sur la slide précédente, si on se focalise sur Paris, on arrive à des tarifs qui vont de 213 € à 204 € sortie de crise. Donc on observe aujourd'hui que notre tarif, sans vous donner mal, mal au cœur, on arrive à 237 €, donc une évolution de 11%. Donc on arrive toujours à dire les tarifs ont augmenté. Comment piloter au mieux ce programme hébergement parce que vous aurez négocié au préalable. Et donc l'idée de ce baromètre, c'est de vous donner des indicateurs clés par région,
par ville et par catégorie, surtout du 2, 3, 4 étoiles qui sont souvent les plus utilisés dans le business travel. Donc voilà sur l'intervention de vous dire, c'est bien. Merci Émilie et merci Zia de nous avoir apporté cette structure et en tout cas cette ouverture de dire il faut bien se connaître, il faut connaître l'environnement dans lequel on se positionne avec un marché qui est fragmenté et l'idée aussi de comment monitorer ce programme hébergement et ensuite vous apporter de la data pour que vous puissiez en interne avoir des références par catégorie et par ville. Et cela, on va le faire tout au long, donc chaque mois. En fait, vous avez un baromètre de l'hôtellerie qui est disponible sur le site internet de CDS. On peut également aussi vous aider et vous pouvez nous consulter. Donc, n'hésitez pas à nous consulter et nous dire, voilà, j'aimerais juste échanger sur le mois de mai. On l'a fait hein, pour des clients, mais on l'a fait aussi pour des prospects CDS. Et on apporte en tout cas cette information avec plaisir pour pouvoir vous positionner sur cette matrice, mais aussi bien sur vos city cap mis en place. Rebecca, justement, par rapport à cette tarification-là, où tous nos acheteurs nous demandent quelle est l'inflation, puisqu'on l'a sur la location de voitures et sur l'aérien. Aujourd'hui, on est sur une inflation entre 10 et 15% sur l'hébergement à prendre en compte dans vos budgets. Et autant pendant la période de crise, je disais à mes clients d'aller sur le Best Buy parce que le tarif dynamique était systématiquement moins cher, autant sur cette sortie de crise parce que les hôteliers ont une mémoire courte et ils ne jouent pas le jeu malheureusement des achats responsables tels que les acheteurs ont pu le faire pendant la crise et bénéficient de cette reprise avec un redémarrage fort et massif sur la partie loisirs. Et aujourd'hui, on a justement beaucoup d'afflux de demandes de RFP, de sourcing hôtelier pour maîtriser cette inflation-là. Et on est dans un momentum, si vous voulez faire un sourcing hôtelier, il faut le faire entre septembre et décembre. Donc c'est maintenant que l'analyse interne de l'entreprise doit se faire pour pouvoir solliciter un partenaire type Axis pour pouvoir faire le sourcing, c'est en ce moment. Et bien sûr, se baser sur un historique, puisque personne n'avait un historique tarifaire. Grâce à ton baromètre, aujourd'hui, on a un historique tarifaire mensuel sur les top destinations France et Europe, monte si c'est possible, et sur mesure quand c'est demandé. Je te remercie Rebecca, je remercie Émilie également pour ce séminaire aujourd'hui. Exactement. Je vous remercie à tous les deux. On a empiété et je m'excuse. En tout cas, j'ai vu que vous êtes restés connectés jusqu'à la fin et avec plaisir pour échanger notamment sur la problématique du sourcing. Et puis de toute façon, on a vu que Émilie, tu nous as ouvert pas mal de sujets, la data pour un prochain webinaire, ou sinon c'était l'autre que tu évoquais, c'était la partie tarification LRA. Exactement. Exactement. Avec plaisir pour pouvoir échanger sur tous ces sujets-là et vous aider sur vos interrogations. Merci à tous. Merci À bientôt. mesdames, merci à tous. Au revoir. Au revoir.